Imaginez-vous, l'horizon n'existe pas. Le ciel est blanc, le sol est blanc, la frontière entre les deux a disparu. Moins 37 degrés. Quand vous respirez, vous sentez l'air vous brûler les poumons, comme si quelqu'un y versait des éclats de verre brisés. Chaque centimètre de votre visage brûle comme un enfer, où des milliers d'aiguilles s'enfoncent en même temps dans la peau. Vos doigts s'engourdissent d'abord, puis picotent, puis se taisent. Leur silence est le pire, car l'insensibilité n'est pas le signe de la vie, mais de la mort. La tempête approche. Vous pouvez la sentir, l'entendre, sentir sa vibration dans vos os. Et voici le paradoxe. Vous êtes entièrement entouré de neige. Vous avez même oublié où vous êtes, mais sous vos pieds, dans cette masse blanche et froide, exactement ce qui peut vous tuer, se cache la seule clé de votre survie. Hollywood vous a montré des chasseurs courageux, de grands feux et des grottes spectaculaires. C'est un mensonge. L'archéologie nous dit autre chose. Nos ancêtres n'ont pas combattu la neige. Ils l'ont transformée en matériau d'ingénierie, un protocole systématique, calculé, basé sur les lois de la thermodynamique. Ce n'est pas une histoire de survie. C'est un cours de génie civil. La neige est la substance la plus trompeuse du monde. En la regardant, vous voyez la mort. Vous voyez le froid. Vous voyez un enfer blanc. Mais, quand vous tendez la main et l'y plongez, vous pouvez le sentir du bout des doigts. Il y a quelque chose d'immobile, de silencieux, piégé entre des milliards de petits cristaux. L'air. Et cet air, c'est ce qui vous gardera en vie. La neige fraîche est composée à 95% d'air. L'air immobile ne conduit pas la chaleur. Ce n'est pas une observation, c'est une loi fondamentale de la thermodynamique. Le chasseur de l'âge de glace ne l'a pas appris dans un livre, bien sûr. Il l'a appris d'un pack de données collectif, formé sur des générations. Les mains de la vieille femme à ses côtés le lui ont enseigné. Le regard du chasseur le plus expérimenté du clan le lui a enseigné. La différence entre ceux qui ont survécu à l'hiver et ceux qui n'ont pas survécu le lui a enseigné. Pourtant, le résultat était le même. Ces gens, consciemment ou non, avaient transformé la thermodynamique en protocole. Entrez maintenant dans ce protocole. Le maître d'abord s'arrête. Il ne court pas, ne panique pas, et même si ses mains ne tremblent pas, il ralentit ses mouvements. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un calcul biochimique. La panique déclenche la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Le métabolisme s'accélère, la température corporelle augmente et la production de sueur commence. Dans la toundra, la sueur est un tueur qui mouille les vêtements et un vêtement mouillé dérobe la chaleur corporelle 8 fois plus vite. Le maître le sait, c'est pourquoi il s'arrête et observe. Le choix du lieu, c'est la moitié de la construction. La direction dominante de la tempête est le nord-ouest. C'est presque toujours le cas dans la toundra et le maître le sent dans ses os. Il le porte dans sa mémoire musculaire, acquise au fil des longues années. Il cherche une pente légèrement inclinée, à l'abri du vent. Le risque d'avalanche doit être faible. Le sol ne doit pas être trop pentu. Mais il ne doit pas être plat non plus. Une légère pente empêche l'eau de fonte de s'accumuler à l'intérieur. Ce n'est pas une préférence. C'est un processus d'analyse systématique. Un mauvais choix de lieu rend toute la construction inutile. La neige n'est pas la même partout. C'est une vérité difficile à comprendre pour un citadin. La neige sur laquelle le vent a longtemps soufflé s'est durcie. Les cristaux se sont collés les uns aux autres sous la pression, frités, formant une couche dense. Cette neige peut être coupée, façonnée,
elle supporte une charge. La neige poudreuse, elle, est inutile. Elle se désagrège lorsqu'on la serre dans la main. Elle ne permet pas de faire des blocs. Le maître enfonce une longue et fine tige d'os dans la neige. Il écoute la résistance, le son qu'elle produit. C'est un processus aussi délicat qu'une analyse géologique. La mauvaise neige fera s'effondrer la structure en quelques heures, ensevelissant ses occupants. Cette connaissance a coûté cher. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Une fois la bonne neige trouvée, l'opération commence. Mais parfois, en cas d'urgence, il n'y a pas le temps de tailler des blocs. La tempête est trop proche, les mains trop engourdies, le groupe trop fatigué. C'est alors qu'une technique plus ancienne entre en jeu. Le Quincy. La neige est amoncelée pour former une grande colline d'environ 2 mètres de haut et 4 mètres de diamètre. Et puis, on attend. Cette attente semble absurde de l'extérieur. La tempête approche, le froid est mortel, et le groupe est là, immobile, semblant ne rien faire. Mais, en réalité, l'étape d'ingénierie la plus critique se déroule à ce moment-là. Les cristaux de la neige entassés commencent à se remodeler sous la pression de leur propre poids. Les surfaces qui se touchent fusionnent à un niveau microscopique. En 2 à 3 heures, ce tas de neige molle et dispersée se transforme en une masse dure, difficile à briser à la main, capable de supporter une charge et d'être creusée. La science moderne des matériaux appelle ce processus la sintérisation. Le chasseur de l'âge de glace l'aurait simplement appelé la patience. Mais les deux décrivent la même chose, savoir attendre pour utiliser les lois de la physique. Une fois la masse durcie, le creusement commence. De l'entrée vers l'intérieur, la neige est enlevée avec soin et méthode. L'épaisseur du mur est critique, au moins 30 cm, idéalement 45. Un mur trop fin laissera rapidement entrer le froid extérieur et anéantira l'isolation thermique. Un mur épais transforme l'abri en une zone tampon thermique stable. Avant même de commencer, le maître enfonce de courtes tiges de l'extérieur vers l'intérieur. Les pointes de ces tiges, visibles lors du creusement, indiqueront quand s'arrêter. Un système de mesure calibré. Un jaugeur d'épaisseur fabriqué à la main dans une soufflerie à moins 40 degrés. À l'intérieur, le plafond n'est pas laissé plat. Une légère arche, une forme de dôme est créée. Cette forme est hautement calculée d'un point de vue physique. Un plafond plat supporte une charge ponctuelle et se fissure. Un plafond courbe répartit la charge sur toute la surface, se soutenant par son propre poids. Les ingénieurs romains ont appliqué ce principe à la pierre avec l'arche. Les architectes médiévaux l'ont sculpté dans la pierre des cathédrales. Le chasseur de l'âge de glace l'a appliqué à la neige. L'outil est différent. Le principe est le même. Le sol n'est pas nivelé. La zone de couchage est surélevée, tandis que le tunnel d'entrée est délibérément laissé plus bas. Ce n'est pas une question de confort. C'est une nécessité biophysique. L'air froid est lourd. Il descend. L'air chaud est léger. Il monte. L'air glacial qui s'infiltre par le tunnel d'entrée est piégé dans la partie inférieure de celui-ci. Il ne peut pas monter. La personne qui dort, elle, repose sur la plateforme surélevée, dans la zone où l'air chaud est conservé, protégé. C'est un piège à air froid, un système optimisé au niveau architectural, utilisant avec brio les lois de la thermodynamique. Dans les traditions inuites, ce principe a un nom et se transmet depuis des milliers d'années. Mais ses racines plongent bien plus profondément, dans un passé bien plus froid. Passons maintenant à la plus grande opération. Le Quincy
est une solution d'urgence. Mais si le groupe doit rester au même endroit pendant des semaines, si la saison de chasse doit se dérouler ici, il faut un système permanent et non temporaire. La technique qui entre alors en jeu est un processus d'ingénierie beaucoup plus complexe, plus long et bien plus collectif. On atteint la couche de neige durcie, avec un couteau en pierre à bord tranchant ou un outil en os taillé. On commence à découper des blocs rectangulaires. La taille de chaque bloc doit être standardisée. Des blocs trop grands sont difficiles à transporter. Des blocs trop petits réduisent la résistance thermique du mur. C'est une chaîne de production. Une personne coupe, une autre transporte, une autre commence à assembler. La division du travail économise l'énergie et à moins 30 degrés, l'énergie n'est pas de l'argent. Tspund, c'est la vie. Les blocs sont placés sur un plan circulaire, en spirale. La première rangée repose sur le cercle tracé au sol. Chaque bloc est placé légèrement plus incliné vers l'intérieur que le précédent, un peu plus haut. Cette inclinaison est intentionnelle. Elle permet au mur de se refermer vers l'intérieur et rend possible la pose du dernier bloc qui fermera le sommet. Ce dernier bloc au sommet, c'est la clé de voûte. En le plaçant, l'ensemble de la structure devient momentanément instable, puis se stabilise. Toute la charge est répartie uniformément. Le dôme se verrouille sur lui-même. Les espaces entre les blocs sont comblés avec de la neige prise à la main, puis lissée. Cela assure à la fois l'étanchéité à l'air et renforce l'intégrité du mur. Lorsqu'une lampe à huile est allumée à l'intérieur, la surface intérieure des murs fond légèrement et cette fine pellicule fondue regèle immédiatement. La surface intérieure de l'abri se couvre ainsi d'une coque de glace lisse et transparente. L'abri est maintenant à la fois plus solide et moins perméable à l'air. La chaleur commence à s'accumuler à l'intérieur. Mais attendez, il ne faut jamais allumer de feu ou de lampe à l'intérieur avant d'avoir ouvert un trou d'aération. C'est un protocole critique, pas une erreur, une règle. Dans un abri de neige fermé, la graisse animale en combustion consomme l'oxygène et produit du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est incolore, inodore, indétectable. Si sa concentration atteint un niveau critique pendant le sommeil, les dormeurs ne se réveilleront jamais. C'est l'un des tueurs les plus silencieux, les plus insidieux de l'âge de glace. Un petit trou de ventilation au sommet du dôme évacue à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, tandis que l'air frais s'écoule continuellement par le tunnel d'entrée en bas. L'abri respire, comme un organisme. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas, car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Mais nous n'avons pas encore abordé la couche la plus importante de cette opération. Car toutes ces techniques n'ont pas été conçues dans la tête d'un seul homme. Pensez-y. Combien d'expériences de la première personne à apprendre cette connaissance se sont soldées par la mort? Combien de fois le mur s'est-il effondré? Combien de fois le trou d'aération a-t-il été oublié? Combien de fois la mauvaise neige a-t-elle été choisie, faisant s'effondrer la structure sur ses occupants au petit matin? À l'âge de glace, la connaissance ne se transmettait pas de corps en corps, mais de la mort à la mémoire des survivants. Chaque erreur a créé un protocole, chaque perte a créé une règle. La vieille femme du clan, celle qui ne pouvait plus courir après le gibier, mais qui avait survécu à 18 hivers, était l'atout le plus précieux. Les crevasses sur ses mains étaient une carte. Le gonflement de ses articulations était la trace de blessures répétées causées par des blocs de neige coupés au mauvais angle.
Sa voix transmettait l'intonation qu'elle prenait pour évaluer la dureté de la neige. Ses yeux calculaient combien d'heures avant la tempête en voyant comment les nuages se rassemblaient à l'horizon. Elle était plus qu'une personne. Elle était la version vivante d'une base de données accumulée sur des générations. La construction d'un abri de neige n'a jamais été une opération solitaire. Pendant qu'une personne testait la qualité de la neige, une autre analysait le sol. Pendant que l'un coupait des blocs, un autre surveillait la direction du vent. Les enfants transportaient la petite neige. Les jeunes poussaient les blocs. Les adultes appliquaient la technique de construction. Les anciens supervisaient tout le processus, vérifiaient les angles, corrigeaient les erreurs. C'était un chantier de construction, une opération d'ingénierie collective avec une hiérarchie, des rôles définis et des protocoles transmis. Et ils n'utilisaient pas seulement la neige, mais parfois les deux. À Mejirish, sur le territoire de l'Ukraine actuelle, un campement datant d'il y a 18 000 ans a été découvert. Nos ancêtres n'étaient pas plus forts que nous. Ils n'étaient pas plus chanceux non plus. Mais, à certains égards, ils étaient certainement plus systématiques. Chaque dôme qu'ils ont construit de leurs mains était le protocole de personnes qui ont appris la thermodynamique, non pas dans un livre, mais au seuil de la mort. Mec, maintenant, je vais troubler votre tranquillité. Cet abri a été construit. L'intérieur s'est réchauffé. Le groupe a survécu. Et quand ils se sont réveillés le matin, la brûlure dans leur estomac était de retour. L'abri de neige avait résolu le problème de la chaleur. Mais le métabolisme ne s'arrête pas. À moins 30 degrés, un corps humain brûle 3 à 4 fois plus de calories que dans des conditions normales. Et la dernière viande qu'ils ont mangée dans cet abri a été consommée il y a 1 ou 2 jours. Ils font maintenant face à une autre impossibilité. Ils doivent chasser une créature des dizaines de fois plus lourde qu'eux, capable de tuer un homme d'un seul coup de corne, se déplaçant en troupeau et bien plus résistante au froid qu'eux. Ils ne sont pas sans armes, mais leur force est incomparable. La question est donc, comment tue-t-on un mammouth, non pas avec la force musculaire, mais avec les mathématiques et la stratégie? La réponse attend sous la terre. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance, ce n'est pas le pouvoir, c'est voir le jour se lever.